Ok, bon merci à tous en tout cas, hein, merci pour m'avoir invité justement pour ce panel, pour cette conférence. Je pense que déjà bravo à vous pour cette initiative parce que l'IA c'est aujourd'hui un sujet qui est un sujet assez important. Il y a beaucoup d'émulation, on va dire, autour des questions de l'intelligence artificielle et donc des stratégies que les entreprises doivent adopter pour justement tirer parti de tout ce qui se fait et tout ce qu'il y a aujourd'hui. Et je vais donc me proposer, en tout cas, on va dire sur votre proposition, même si c'est une tautologie, de vous parler un tout petit peu de la stratégie d'adoption de l'IA dans les entreprises. Et, euh, et donc, en quelques mots, hein, pour me présenter, hein, donc je suis Mamouna Aklogan, je suis spécialiste en intelligence artificielle. Je dirige différentes sociétés en France, aux États-Unis, dont Estom, qui est une société qui travaille sur la mise en place de solutions d'intelligence artificielle pour les hôpitaux. Donc, on s'intéresse surtout, nous, particulièrement pas au diagnostic, mais tout ce qui est gestion des flux des patients dans les hôpitaux, donc des notions de prédiction des patients qui arriveraient dans les hôpitaux et puis de quelles pathologies ces patients souffriront à des horizons divers et variés. Je suis aussi, donc c'est une société que j'ai fondée qui est incubé aujourd'hui à Paris Biotech Santé. Et je suis aussi cofondateur d'une plateforme qui s'appelle Smart Layer, qui elle aussi utilise l'intelligence artificielle pour tout ce qui est extraction automatique des données depuis des documents très complexes. Par ailleurs, j'ai lancé avec certaines personnes qui sont principalement au Bénin, mais au Sénégal, une initiative qui s'appelle Ichiro, qui consiste justement à vulgariser l'intelligence artificielle auprès des jeunes populations. On a un programme d'ailleurs en ce moment qui s'appelle Africa Tech Up Tour, où on forme 150 jeunes béninois. Je suis de nationalité béninoise, hein, je ne l'ai pas précisé, même si je réside en fait aujourd'hui en France, mais je suis quand même à cheval sur les deux continents assez souvent. Donc voilà, donc c'est mon profil, c'est plutôt je suis CEO, CTO, parfois, ça dépend des projets. Et je suis très intéressé par les questions qui sont liées à l'intelligence artificielle. Ce que moi, je vous propose de faire avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est de prendre l'avis de différentes personnes qui sont des personnes qui connaissent bien l'intelligence artificielle. Et donc, du coup, je pense que c'est une bonne façon, en tout cas, de se mettre dans le contexte que de commencer par cela. C'est très important parce que la première citation que j'ai choisie, en fait, elle dit ceci, le succès de l'IA dépend moins de la technologie que de la stratégie de l'entreprise qui l'accompagne. C'est assez intéressant quand on entend ceci parce que on a tendance à croire que l'IA, c'est que la technologie, mais en réalité, ce qu'on entend là, c'est surtout la stratégie de l'entreprise. Parce que clairement, ce dont il s'agit ici, c'est que derrière tout ceci, il ne faut pas que adopter une technologie, il faut l'accompagner avec un écosystème, avec une stratégie d'entreprise et tout ce qui va avec la stratégie d'entreprise, qu'on aura l'occasion d'en discuter. Et d'ailleurs, en fait, le même auteur de ces citations dit quelque chose qui est encore beaucoup plus fort. Il dit qu'on pourrait comparer l'IA à la nouvelle électricité. Sous-entendu dans ces citations, ce qui paraît évident, en tout cas, qu'on peut noter quand on dit ça, c'est que on met l'importance ici et une évidence sur la croissance de l'IA et l'impact que cette intelligence artificielle et toutes les technologies qui l'accompagnent pourraient avoir sur nos sociétés. Donc ça, c'est un premier avis qui est intéressant qui dit la technologie, oui, mais la stratégie de l'entreprise, c'est elle qui va permettre de gagner. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je veux vous souligner ici, qui est aussi tout aussi importante, qui dit plutôt que l'IA n'est pas seulement une technologie, c'est une stratégie. Là encore revient la question de la stratégie dans cette citation, et à chaque fois, je prends des personnes qui connaissent bien la discipline. Et là, cette citation,
Elle a le mérite de souligner en fait l'importance d'adopter une approche stratégique quand on parle de l'intelligence artificielle. D'accord? Il ne faut pas y aller juste en tant que technophile et l'aborder sous l'angle de la techno. D'accord? Elle ne doit pas être considérée comme une simple technologie, mais plutôt comme la clé pour atteindre des objectifs. C'est ce qu'il faut entendre derrière ça. Une stratégie, c'est souvent une clé pour atteindre un objectif bien précis. Et pour les entreprises, c'est capter des parts de marché, c'est capter de la croissance ou au moins stabiliser son business. Surtout ne pas décroître. L'autre chose que je peux encore dire, toujours dans cette veine, hein, et là, on prend le cas d'une citation, là, cette fois-ci, qui dit « Les entreprises qui ignorent l'IA risquent de se faire dépasser par celles qui l'utilisent de manière stratégique. » C'est-à-dire que ça place l'IA et son avènement dans une position de rupture, de disruption claire, où on dit ceux qui ne l'adoptent pas vont certainement disparaître. D'accord? Et ça devient presque une menace, mais c'est une menace aussi qui inquiète à bien des égards, parce que beaucoup de personnes, souvent quand je discute dans des conférences, c'est ce qu'on me dit, oui, l'IA remplacera nos emplois. Et d'ailleurs, en fait, ce qui vient se rajouter à ceci, c'est que ce qui est dit là, en tout cas dans la deuxième citation, c'est que la technologie ne remplace pas les emplois. Et ça, c'est important. Elle ne remplace pas l'emploi. Elle va remplacer les tâches derrière. Et ça, c'est ce qu'il faut garder en tête. C'est-à-dire que, en gros, les métiers, ce qui est dit, c'est que les métiers vont changer. Surtout, en fait, c'est que la technologie ne viendra pas remplacer les emplois, mais elle va changer la configuration des tâches que les gens font. Parce qu'il y a une partie de ces tâches qui vont être déportées sur l'IA. Et donc, cette citation met en évidence justement l'impact sur le travail et sur l'emploi et souligne justement que la technologie ne supprimera pas les emplois. Et c'est souvent ce qu'on craint. Mais par contre, elle va les changer profondément. Donc, on ne travaillera plus jamais comme on travaillait avant. Et ça, c'est ce qu'il faut garder en mémoire quand on entend ça. L'autre chose, pêle-mêle, hein, que j'ai choisi ici, qui met l'accent sur un sujet que moi j'aime bien, le sujet de l'innovation, et qui dit d'ailleurs, l'IA est une opportunité incroyable pour les entreprises d'innover et de créer de la valeur. D'accord? Et donc ça, c'est le premier mot. Le premier mot, c'est le mot pouvoir innover, créer de la valeur pour ses clients en se basant sur ces technologies. Mais elle dit autre chose. Elle dit aussi que cela nécessite une approche stratégique. On oublie la stratégie, on en a déjà parlé. Mais par contre, et une collaboration étroite avec les métiers. Et là, je pense que je m'arrêterai juste sur le mot métier, les équipes métiers. Parce que souvent, ce qu'on va constater, c'est que certaines entreprises adressent l'intelligence artificielle comme étant une technologie et oublient que c'est un métier qu'on est en train de transformer. Mais généralement, les informaticiens ou les spécialistes de l'IA ne connaissent rien au métier de la finance, ils ne connaissent rien au métier des ressources humaines, ils ne connaissent rien au métier de l'agriculteur, ils ne connaissent rien au métier des médecins. Mais s'ils ne travaillent pas avec ces métiers, ils ne pourront jamais créer une intelligence artificielle capable d'aider les métiers à pouvoir améliorer, changer, impacter ce qu'ils font traditionnellement. Donc, c'est très important de souligner que quand on met en place de l'intelligence artificielle dans une organisation, il ne faut pas penser que technologie, il faut penser surtout un peu technologie, mais beaucoup de métiers. D'accord? Parce que c'est ces personnes qui ont la connaissance justement des objectifs à atteindre. Et ça, c'est ce que vient souligner justement cette citation. Et je finirai par, et ça c'est quand même beaucoup plus, on va dire, plus présent sur l'impact que l'IA va avoir sur l'Afrique. Et ça, c'est une citation de Moustapha Cissé, qui est directeur du laboratoire de recherche de Google AI à Accra. Et il dit une chose qui est assez intéressante. Il dit, lui, par ailleurs, que l'IA peut aider l'Afrique, d'accord, à relever des différents défis, mais dans beaucoup de domaines, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'éducation, de la gouvernance, de la santé, d'accord? Donc ça, c'est la première chose, c'est-à-dire que cette technologie va impacter un large panel de métiers. Et donc, quand on est entrepreneur, on entend ça, on se dit, waouh, dans mon domaine, il y aura de l'impact et donc, du coup, il faudrait que j'y sois tout de suite. Mais il dit aussi une chose, d'accord? Il dit qu'on a besoin pour cela de compétences locales. Mais moi, je pense que j'irais même beaucoup plus loin. On a besoin de compétences locales, oui, mais on a besoin aussi de mettre en place de l'IA localement. D'accord? D'accord? On a besoin de soutenir de la recherche et du développement, forcément, et on a aussi besoin de créer des entrepreneurs qui sont
centré sur l'adoption de ces technologies. D'accord? Donc, voilà en fait un petit ramassé d'avis de différentes personnes, avant que je commence à donner mon avis, qui parlent de l'adoption de l'intelligence artificielle et de ce que ça peut représenter. D'accord? Donc, le plan que moi, je vous propose dans cette discussion, qui est un plan qui va être assez simple, il va consister déjà à poser deux, trois vocabulaires rapidement. Et puis ensuite, on va rentrer dans les étapes clés pour l'adoption de l'intelligence artificielle et donc, du coup, comment on peut créer de la valeur avec tout ceci. Et puis derrière, je donnerai quelques exemples et vous verrez. La première chose que moi, je pense que depuis 2 jours, vous avez quand même entendu parler plusieurs fois de l'IA, de comment ça se définit et tous ces éléments. Donc, je ne vais pas revenir sur des définitions très détaillées, mais je voulais quand même souligner 4 points, d'accord, qui synthétisent ce que c'est que l'intelligence artificielle. Quand on parle d'intelligence artificielle, c'est qu'on est en train de parler d'une machine qui est capable d'apprendre ou d'un logiciel qui est capable d'apprendre, d'accord, et de comprendre un test, un discours, un contenu quel qu'il soit. Ça, c'est la première chose, capable d'apprendre et de comprendre. La deuxième, capable d'analyser ces éléments et de pouvoir décider dessus. D'accord? Et puis l'autre, qui est l'approche très computer vision, qui est le point 3, qui est capable de percevoir son environnement. Et puis enfin, planifier et agir. Planifier et agir, c'est ce que tout le monde connaît en général parce que beaucoup de personnes me parlent de robotique, mais en réalité, la robotique ne représente une infime partie de l'intelligence artificielle, 10%, c'est l'estimation, même maintenant un peu moins d'ailleurs. Mais voilà, il y a énormément d'autres sujets autour qui sont des sujets périphériques. Donc, quand moi je parle d'IA, je parle de ces 4 choses, soit apprendre et comprendre, soit analyser, décider, soit percevoir, ou soit planifier et agir. Et c'est dans ce cadre-là qu'on va s'inscrire. Parce que les définitions ne sont pas très formelles et il n'en existe pas beaucoup. Il y en a une que moi j'aime bien, qui est une définition de législateur, pas de technicien, de législateur. Et c'est une définition proposée par la Commission européenne qui est assez intéressante, qui dit bon, on va considérer qu'un système, il est un système d'IA dès l'instant qu'il est fondé sur un logiciel ou un matériel, ou voire les deux, qu'il est capable de simuler un comportement humain ou intelligent, qui se base sur de la donnée, et ça c'est important, d'accord? Se base sur la donnée. Ça c'est la chose la plus importante là qu'on peut souligner, mais qui a aussi une caractéristique, c'est que ce n'est pas quelque chose qui est procédural, monolithique, etc. C'est quelque chose, c'est un outil qui a quand même un degré d'autonomie. C'est-à-dire que tout seul, il peut apprendre, tout seul, il peut agir, etc. Et ces actions ne sont pas préprogrammées, d'accord? Et toujours l'IA, sachez qu'il y a derrière ceci un objectif très spécifique. Et c'est pareil pour les entrepreneurs et les entreprises qui adoptent l'intelligence artificielle. Donc de là, on va se poser une question, qui est la question la plus essentielle de mon point de vue, c'est pourquoi aujourd'hui on doit apprendre en tant qu'entreprise, pourquoi on doit s'efforcer à adopter l'intelligence artificielle. D'accord? Pourquoi l'adoption de l'intelligence artificielle aujourd'hui est devenue une priorité pour les entreprises? D'accord? Ça, c'est la première question à laquelle j'ai envie de répondre. Et la réponse, elle va être très simple. Elle va être juste de donner des faits. Parce qu'on a observé depuis quelques années qu'il y a une évolution croissante de la production de la donnée. D'accord? On est passé en 2010 de 1,2 zeta de données produits en 2010. Et aujourd'hui, d'accord, on se projette en 2025 à avoir 175 zeta de données produits. C'est énorme. Si vous voulez bien comprendre ce que ça veut dire, d'accord, bien le comprendre, ça veut dire que toute personne aujourd'hui, d'accord, interagit, d'accord, une fois avec une intelligence artificielle ou avec de la donnée toutes les 18 secondes. C'est énorme. D'accord? Et quand on va un peu plus loin, on va regarder un peu plus loin, on dit qu'on passera de ce chiffre à 4800 interactions par jour en 2025, dans 2 ans. D'accord? C'est-à-dire quoi? Pour un entrepreneur, d'accord? Pour un entrepreneur, ce qu'il doit entendre quand il entend ça, quand il voit ça, c'est de dire tous mes clients interagissent aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, alors je dois m'y intéresser. C'est le premier déclic qu'on doit avoir. Tous mes clients l'utilisent, ou tous mes citoyens l'utilisent, ou tous mes usagers l'utilisent, alors je dois m'y intéresser. Première raison de s'intéresser à l'intelligence artificielle. Et au-delà de ça même, ce que je dis là, j'enfonce des portes ouvertes presque, parce que quand on regarde un peu l'écosystème aujourd'hui en Afrique,
on se rend compte qu'il y a énormément de pays, quasiment tous les pays, ont commencé à produire des startups autour de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'il y a des entrepreneurs aujourd'hui qui ont déjà compris qu'ils doivent se baser sur l'intelligence artificielle. Et là, la carte que je vous montre, c'est une carte, en fait, ce sont des études qui ont été réalisées l'année dernière, en 2022, qui montrent le nombre de sociétés qui, sur leur LinkedIn, ont mentionné qu'ils utilisent des technologies d'intelligence artificielle. Je ne veux pas dire que c'est toutes les sociétés de l'Afrique, mais en tout cas, c'était la source de la donnée. Et ce dont on peut se rendre compte, c'est qu'il y a des pays quand même qui sont des pays qui sont assez phares. C'est-à-dire que l'Afrique a produit quand même beaucoup de startups ou a levé beaucoup de fonds dans le domaine. Et on voit que certains pays le sont moins. Donc, le Nigeria aussi, mastodonte. Les pays du Maghreb sont très présents. Et puis, certains pays de l'Afrique de l'Ouest, un peu moins. Mais on voit quand même qu'il y a une présence. Ce qui est important de souligner quand on est là, c'est que on n'est pas juste, si, peut-être aux prémices, mais en tout cas, il y a déjà un écosystème qui est bien installé. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui ont commencé à adopter et qui ont très bien adopté l'intelligence artificielle. Et donc ça, c'est une première conclusion qu'il faut tirer et qui dit aussi qu'il faudrait s'intéresser à ça. Donc la deuxième raison, c'est, OK, ça bouge beaucoup, je dois m'y intéresser. Et il y a une autre raison qui est encore une raison encore beaucoup plus marquante. C'est que les usagers aujourd'hui, nos clients, en tant qu'entreprise, nos clients, clairement, ont besoin d'autres types d'outils. D'accord? Ils sont en train de changer. C'est-à-dire, les clients des entreprises aujourd'hui ont changé de mentalité. Ils ont changé de mentalité et ils sont des consommateurs de la data et de l'IA. Dans tous les produits qu'ils utilisent dans leur quotidien, ils utilisent déjà de l'intelligence artificielle. Donc, quand on est entrepreneur, on se dit, ben, tiens, si je ne le fais pas, alors je me fais dépasser. D'accord? Ça vient conforter tout ce qu'on a dit jusque-là. Hein. C'est-à-dire que si on prend les clients potentiels des entreprises, ben, tout le monde aujourd'hui, dans toutes les organisations, a besoin d'accéder à ces données. Ça, c'est systématique. Donc, les gens ont besoin d'exploiter leurs données, ils ont besoin d'y accéder. Que ce soit, par exemple, des données qui sont liées, par exemple, à leur impôt ou à la prédiction, par exemple, de leur scoring pour un crédit ou au niveau de maturité de leur plante sur l'exploitation agricole, tout le monde veut avoir ces données. Donc, ça, c'est la première chose. Mais quand on regarde ça en détail, on dit, par exemple, il y a des études qui montrent que dans le domaine de la finance, on sait que grâce à ces données, on peut améliorer de plus de 90% le délai de décision. C'est-à-dire que quand vous demandez un crédit à la banque aujourd'hui, la plupart du temps, ils vont utiliser des méthodes d'intelligence artificielle pour vous répondre. D'accord? Il n'y a pas que l'humain qui lit votre dossier. Si on prend le domaine des RH, des ressources humaines, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Le monde est ouvert aujourd'hui. C'est-à-dire que eux, leur impact direct, c'est qu'ils vont recevoir plus de candidatures. Des fois, il y a certaines personnes qui vont jusqu'à 10 000 candidatures pour des offres d'emploi. Personne aujourd'hui ne pourrait se permettre de lire 10 000 CV. C'est impossible. D'accord? Mais par contre, tout le monde veut être équitable. Tout le monde veut être efficace. Donc, du coup, sans ces outils, on ne peut pas les traiter. C'est devenu même presque une obligation, presque une contrainte pour pouvoir les traiter. Vous voyez? Donc, ça, c'est l'autre chose. Dans le domaine de l'IT, on a aussi vu qu'on arrive à gagner du temps, 25% du temps gagné, justement, quand on commence à s'intéresser à ces outils, on commence à les utiliser. Donc, ça, c'est quand même un point qui est un point important qu'il faut garder en mémoire. Et je peux aussi citer d'autres domaines, comme dans les opérations, où on peut aller presque 8 fois plus vite si on utilise de la data. D'accord? À ça, je vais rajouter une deuxième chose pour qu'on puisse bien comprendre ce qui se passe et les changements qui s'opèrent aujourd'hui. C'est-à-dire qu'avant, quand vous allez dans une administration publique, par exemple, d'accord, ou vous allez à la banque ou peu importe, la plupart du temps, vous allez demander à recevoir je vais dire, une attestation fiscale ou un casier judiciaire ou ce genre de choses. C'est-à-dire que vous êtes centré sur votre requête et l'administration vous délivre les documents et vous êtes content. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus ça. Aujourd'hui, vos usagers, aujourd'hui, les clients, ce qu'ils veulent, clairement, c'est des services de bout en bout. C'est-à-dire que quand ils viennent, par exemple, il vient à la banque demander un crédit, il ne veut plus aller demander
sa fiche d'imposition, il veut que la banque aille la récupérer automatiquement. Il ne veut plus aller attendre dans d'autres services pour récupérer tel ou tel document. Ils veulent que la banque s'assure qu'elle puisse collecter tous ces éléments automatiquement. C'est-à-dire qu'on est passé d'une approche plutôt orientée, je délivre un service, le service de mon administration, plutôt à des usages. C'est-à-dire on passe du service à des usages. C'est-à-dire que pour acheter un terrain, ben, ce que je veux vouloir dorénavant, c'est que je vais au service qu'il faut et que tous les autres documents me soient communiqués automatiquement. D'accord? Et donc, derrière, va se poser énormément de questions. Des questions qui sont liées, par exemple, à l'authenticité du document qui est envoyé, à l'authenticité de la personne qui demande. Et donc, quand on dit l'authenticité de la personne qui demande, derrière, on va entendre par exemple reconnaissance faciale ou analyse d'un certain nombre de contenus qui permettra de valider que la personne qui demande, c'est celle qui est vraiment, on va dire, destinatrice, en tout cas, du document en question. Et pareil, j'aurais pu prendre énormément d'exemples dans le domaine, par exemple, de la douane. Dans le domaine de la douane, par exemple, il y a des systèmes aujourd'hui capables de vous analyser automatiquement les notices descriptives des produits qui passent les frontières et qui vous disent « Ah tiens, ça contient un contenu qui est interdit sur le territoire burkinabé » ou ce genre de choses. Vous voyez, on est passé de l'approche totalement service à une approche qui est totalement usage. Et donc, pour les entreprises, ça, c'est très important de garder ça à l'esprit dans la logique d'adopter l'intelligence artificielle comme étant un catalyseur parce que les besoins ont changé. Et quand on pose la question, je vais dire aux entreprises, là, je vous présente en fait des statistiques, en tout cas de questions qui ont été posées à des dirigeants d'entreprise, et on leur dit pourquoi on devrait s'intéresser à l'intelligence artificielle. Ils ont sorti trois choses. La première chose qu'ils ont sorti, c'était que, tiens, pour nous, c'est un levier de croissance. Et 84%, d'accord, des dirigeants des entreprises aujourd'hui disent que c'est un levier de croissance. C'est-à-dire, grâce à ça, ils peuvent multiplier leur chiffre d'affaires. Donc, ça, c'est intéressant. Regardez ça. Deuxième chose, tous le voient aujourd'hui, d'accord, voient la transition vers l'intelligence artificielle comme quelque chose qui est difficile, d'accord. 76% reconnaissent avoir du mal à évoluer. Et quand un entrepreneur entend ils ont du mal à passer un cap, il faut lire, il y a une opportunité derrière. D'accord? Donc, ça, c'est important. Mais vous voyez, plus de trois quarts déjà se disent qu'ils ont du mal à le faire. Alors, il y a une opportunité d'affaires à aller chercher. Et 3 entreprises sur 4 disent que s'ils ne l'adoptent pas, ben, ils vont être disruptés, ils vont disparaître dans les 5 prochaines années. Et donc, ça devient très intéressant. Vous voyez, c'est une technologie qui s'est installée aujourd'hui et qui, finalement, est en train de tout changer. Mais ce n'est pas que en train de tout changer. Quand on regarde bien aussi, en plus, dans le fond, on voit qu'il y a énormément d'argent à aller chercher. Énormément d'argent à aller chercher. C'est-à-dire que le marché mondial aujourd'hui de l'intelligence artificielle représente 387 milliards. Et on projette à 2029 qu'il y aura 1394 milliards de dollars. Une croissance qui est de 20%. C'est-à-dire qu'avec une logique comme celle-là, on voit bien la tendance qui est affichée, qui est une tendance qui est à la hausse, et on se rend même compte que ce n'est pas que les pays occidentaux qui sont impactés. Il y a énormément de capitaux en intelligence artificielle aujourd'hui en Afrique. Et d'ailleurs, pour prendre un exemple, celui que je cite, qui est la société tunisienne qui s'appelle Instadeep, et ils ont levé l'année dernière 100 millions de dollars. Vous voyez, c'est des chiffres qui sont énormes, ça donne presque mal à la tête. 100 millions de dollars. Donc, on se dit, tiens, quand on sait bien faire les choses, on les fait très bien, il y a des choses à aller chercher. Et ça, c'est très intéressant pour les chefs d'entreprise et autres. Et cette approche presque catalytique, je dirais, plutôt de l'intelligence artificielle, on voit que ça impacte, et ça, c'est ce que je montre dans l'étude, dans ce que l'étude montre, ça impacte quasiment tous les secteurs. Ils ont identifié dans cette étude, par exemple, que 121 secteurs sont impactés. Ça va de la santé jusqu'aux assurances, en passant même par le bien-être,
pour la remise en forme, ce genre de choses. Vous voyez, c'est tous les secteurs qui sont impactés. Et ce qui est intéressant de noter pour voir la configuration de ce marché-là, la configuration qui se dessine, c'est que petit 1, l'année dernière, il y a un demi-milliard de dollars qui avaient été investis en intelligence artificielle. Donc ça, il y a de l'argent qui vient et ça va continuer. On se rend compte que, bon, globalement, il y a des grands pays, il y en a 4 qui détiennent quasiment tout, dont l'Afrique du Sud, le Nigeria, l'Égypte et le Kenya. Donc, ça se comprend, c'est certain. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien de l'autre côté, des autres côtés. Il y a des choses, mais certains le consentent. Ça veut dire quoi pour nous, entrepreneurs, qui sommes plutôt dans les pays type le Burkina, le Bénin et autres, qu'il y a du travail à faire. Donc, ça, c'est la première chose. L'autre chose qu'il faut retenir, c'est que 34% des sociétés sont des sociétés qui sont très jeunes. C'est-à-dire que ce sont des sociétés qui sont très petites, d'ailleurs, moins de 100 employés. C'est-à-dire des sociétés que vous avez ou que j'ai, des choses comme ça. Donc, c'est des petites sociétés. D'accord? Ils ont à peine 100 employés. Et ce qu'on remarque aussi, c'est que ce sont des sociétés qui sont très, très jeunes, dans la mesure où 40% sont des sociétés qui ont moins de 5 ans d'existence. D'accord? Et quand on observe tout ça, on se dit quand même l'écosystème des entreprises est en train de changer. La nature des entreprises est en train de changer parce qu'il y a des nouveaux acteurs qui viennent. Et là, quand vous avez une entreprise traditionnelle, vous devez vous dire, oh là 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 là, il se passe quelque chose, je dois y aller tout de suite. Vous voyez, j'enfonce des portes ouvertes pour qu'on puisse se rendre compte que c'est vraiment, et ça, c'est la conclusion sur cette première partie, c'est de dire, il y a de l'argent, il y a de la technologie, il y a des opportunités, et si vous n'y allez pas, vous allez vous faire disrupter, alors il faut y aller. Et là, le PDG de Google nous dit une chose. Il dit, si vous décidez d'y aller, alors pour réussir en IA, votre entreprise doit se transformer, d'accord, et doit devenir une entreprise centrée sur la data. Si vous avez une société qui n'est pas orientée sur la data, vous ne pourrez pas réussir dans ce monde. D'accord? C'est très important. C'est la première clé. Être une entreprise centrée sur la data, c'est ce qui vous permet de pouvoir dire, tiens, je vais commencer à franchir les étapes. D'accord? Et cela représente un certain nombre de défis. Parce qu'on ne se décrète pas société centrée sur la data. Ce n'est pas juste une décision dans un comptable en disant, nous sommes une société centrée sur la data. Il y a beaucoup de choses qui vont se produire. Il y a énormément de défis pour devenir une société data-driven. La première chose, déjà, c'est que vos données sont dispersées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que aujourd'hui, les entreprises ont de la donnée qu'ils ont dans tous les coins. C'est-à-dire que c'est un document qui est quelque part, il y a une base de données qui est quelque part, parfois elle est complète, parfois elle est incomplète, parfois elle est silotée aussi. Et donc, tout de suite, on va s'en rendre compte en disant, tiens, et ça, c'est 82%, hein, d'accord, ont des structures de données, en tout cas, qui sont dispersées. 82%, c'est quasiment tout le monde. Comment on peut devenir société data-driven si on n'a pas la maîtrise et nos données sont dans tous les sens? Ça veut dire qu'il faut faire quelque chose, d'accord? Mais plus encore, 80% aujourd'hui des données des sociétés ne sont pas exploitées. 80%. Pour moi, je dirais même que c'est la quasi-totalité. Justement, et en plus, c'est justement les données qui contiennent le plus d'informations, mais c'est les données qui sont complexes. La plupart du temps, c'est des documents en PDF, des fois, c'est des images, d'accord? Des fois, c'est des données financières. Et tous ces documents sont très utiles pour être une vraie société data-driven, mais on ne peut pas les processer ou on a du mal à les processer parce qu'on ne détient pas la technologie pour le faire. L'IA est une des technologies qui permet de le faire. Mais quand vous ne les détenez pas, déjà, vous ne pouvez pas le faire. Et donc, du coup, vous ne pourrez pas être une société centrée sur la data et donc vous ne pourrez pas résister dans le nouveau monde. Vous allez disparaître. Pire que ça, l'autre défi, c'est que la plupart des données sont des données de très mauvaise qualité. D'accord? Et les données de très mauvaise, 82%. Les données de très mauvaise qualité ont un problème, c'est que si vous les exploitez, vous allez créer des biais dans vos modèles, vous allez créer des incohérences et donc, du coup, même les décisions que vous prenez sur les données qui sont de mauvaise qualité sont des décisions qui sont juste fausses. C'est-à-dire que vous ne pourrez même pas produire des résultats corrects avec des données de mauvaise qualité. L'autre défi. Donc, vos données sont distribuées, elles sont complexes à exploiter et en plus, elles sont de mauvaise qualité. Ça veut dire qu'il faut dire, ah là 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 là, il me faut quelque chose pour pouvoir me remettre dans le droit chemin. Sinon, vous ne pourrez pas passer cette transition. D'accord? Ça, c'est très important de le garder à l'esprit. Et en plus, pour les traiter, la plupart du temps, ce qui se passe, c'est que
les entreprises disent qu'elles n'ont pas de compétences pour les traiter. Donc, problème de compétences, problème de qualité, problème de complexité et problème de dispersion des données, là, on concentre tous les problèmes et considérer même que c'est la quasi-totalité des entreprises qui sont africaines aujourd'hui, hein, ou européennes ou américaines, qui sont face à ce même défi. D'accord? Et ça, c'est ce qui est la première barrière. Mais malgré ça, quand on dit ça, on a levé tous les loups en disant, ben, tiens, c'est compliqué, on n'y arrive pas, etc. Mais sachez qu'il y a un moyen d'y arriver. D'accord? Il y a un moyen d'y arriver. Donc, je vais vous décrire, moi, rapidement, quelques étapes clés. D'accord? Pour vous permettre, en fait, d'adopter déjà de changer la configuration un tout petit peu, passer à des choses qui sont utilisables et pouvoir créer de la valeur autour de vos données. Rappelez-vous bien, une société qui n'est pas data-driven ne peut pas passer le cap de l'IA. C'est la base. Et donc, là, je vais vous montrer en fait les fondations d'une entreprise qui est orientée sur la data. Ça, c'est très important. Je pense que pour toutes les personnes qui veulent opérer cette transition, elles doivent le garder en tête. D'accord? La première chose, déjà, c'est la première couche, hein, la couche en gris. La couche en gris, la première, qu'il faut garder à l'esprit. Cette couche en gris, elle dit quand même quelque chose. Tiens, la première étape, en tout cas, le premier enjeu, hein, déjà, c'est d'améliorer, d'apprendre à améliorer continuellement la donnée dont on dispose. D'accord? Améliorer, mais c'est plus que l'améliorer, mais aussi c'est l'intégrer dans toute votre organisation. Dans toute votre organisation. C'est-à-dire que vous devez commencer à dire, ben, tiens, telle donnée que je collecte, comment je vais l'exploiter, où est-ce qu'elle est, etc. Vous devez avoir cette logique-là. Ça, c'est la première. Donc, planifier, analyser tout ceci, les collecter, ça, c'est la première chose qu'il faut faire. C'est-à-dire, votre donnée, c'est aujourd'hui votre richesse. La donnée, c'est votre richesse. Donc, forcément, vous devez faire attention à cette donnée comme vous ferez attention, en fait, à votre compte bancaire quelque part. Parce que votre valeur, elle est là. D'accord? Mais ces données, une fois que vous les avez, vous devez quand même mettre autour de ces données, en fait, un certain nombre d'éléments tels que tout ce qui est aider à des contenus, en fait, de veille économique, apprendre à pouvoir personnaliser ce que vous délivrez en termes de données à chacun de vos usagers. Ça, c'est important aussi. D'accord? Et tout ça en un seul endroit. C'est-à-dire que vous devez apprendre à centraliser, même si la donnée elle est distribuée, ce n'est pas grave, mais vous devez avoir une logique en fait, de centralisation de la donnée. Ça consistera peut-être à mettre en place des pipelines, je vais y revenir ensuite, pour pouvoir les exploiter. Et derrière, une fois que vous avez fait tout ceci, vous pouvez commencer à faire déjà des premiers services orientés sur vos clients ou vos citoyens, peu importe. Et ça va considérer déjà à pouvoir répondre rapidement à des requêtes, à des sollicitations. C'est-à-dire que je suis une entreprise qui opère dans le domaine, on va dire, de l'agriculture. J'ai proposé, en fait, un service à toutes les personnes qui m'achètent mon produit. Si quelqu'un me dit, ah tiens, est-ce que ta récolte de sorgho, quand est-ce que je viendrai la récupérer, que je puisse dire automatiquement, ben ouais, c'est tel jour à telle heure, même si c'est dans le futur, hein, parce que j'ai mis en place des mécanismes qui me permettent non seulement de me projeter sur le rendement, mais des mécanismes qui me permettent aussi de savoir l'état exact de mon système à l'instant T. Mais aussi à côté de ça, vous devez aussi rajouter en fait tous les éléments nécessaires pour comprendre, d'accord, vos documents, vos données que vous avez à votre disposition. Ça, c'est très, très important. Et puis, la couche en dessous, d'accord, cette couche, c'est une couche qui est déjà plus, on va dire, un peu plus technique. Et qu'il faut. Donc, la première réflexion, c'est vraiment sur vos données, comment vous prenez soin, quels sont les services que vous allez déployer, comment vous comprenez vos données. Et puis ensuite, en dessous de ceci, vous avez toute la gouvernance de vos données. D'accord? Donc, mettre en place des données de référence, mettre en place tous les systèmes de sécurité autour de tout ceci pour pas que voilà, vos données soient volées. Faciliter, on va dire, de manière sécurisée l'exploitation de vos données. Et quand j'ai mis le mot gouvernance de la donnée, j'aurais pu faire toute la conférence, hein, par exemple, sur la gouvernance de la donnée parce que le volet, il est très large, il y a beaucoup de choses à dire. Donc, je ferme la parenthèse sur la gouvernance. Mais en tout cas, vous devez automatiser l'accès, d'accord, avec un catalogue de données pour pouvoir collecter vos données. Et vous devez avoir une logique qui est une logique intégrative de vos données. C'est-à-dire que vous devez pouvoir mettre en place des pipelines qui permettent de collecter de manière fluide toutes les données qui sont utiles
un exemple très simple. Hein. Je suis une société qui fait de la prédiction des arrivées dans les hôpitaux. J'ai besoin de données de météo, j'ai besoin de données de trafic, j'ai besoin de données. Je dois pouvoir les collecter et les intégrer dans mon système de manière très simple, sans être obligé de faire des choses manuellement, etc. Donc ça va être intéressant. Et derrière tout ceci, vous avez toute la partie qui est plutôt data science, où vous allez créer des modèles en utilisant ces données. Ces modèles sont des modèles qui vont être entraînés et derrière, une fois que vous les avez entraînés, vous allez les déployer forcément. Mais une chose importante qu'il faut garder à l'esprit, c'est tout ce qui est la gouvernance de votre IA quelque part. Et cette gouvernance de votre IA, il ne faudrait pas que les modèles que vous créez vous génèrent plus de travail qu'il en faut. Donc, il faut automatiser même la partie ML. Donc, vous avez même des nouveaux métiers aujourd'hui, hein, MLOps et autres qui ont apparu. En tout cas, ce qui est important, c'est que vous devez réduire les efforts de la surveillance en fait de vos modèles, d'accord, en automatisant au maximum les choses. Et la dernière couche, qui est une couche qui est plutôt très, on va dire, bas niveau. Sur cette couche, vous allez retrouver tous les éléments qui sont des éléments qui sont liés à votre infrastructure, à l'analytique en temps réel pour maîtriser vos données et votre organisation, avec deux points qui sont des points qui sont très importants. Le premier point, c'est la protection des données, d'accord? La sécurisation de vos systèmes, la protection des données, parce que derrière, votre société peut disparaître juste parce que vous avez mal géré cette couche. C'est-à-dire que si je vous confie mes données personnelles et du jour au lendemain, je les retrouve sur une plateforme publique, je vous garantis, je ne vous donne plus de données et plus personne ne vous donnera de données et votre activité est terminée. Donc, du coup, pour ne serait-ce que la pérennité de votre société, c'est-à-dire cette couche, elle est très, très importante. Et à cela va se rajouter l'autre chose, parce que l'intelligence artificielle, ça coûte très cher. En tout cas, les infrastructures peuvent coûter très cher, donc vous devez pouvoir gérer tous les coûts qui sont liés à ça. Je vous ai donné en fait un gros schéma de tout ce qu'il faut savoir. Sachez qu'en gros, si je devais le resynthétiser un tout petit peu, les étapes clés pour vous, pour adopter l'intelligence artificielle, en tout cas l'IA dans votre organisation, la première chose pour vous, hein, c'est que vous mettez quelque part dans un coin de table et donc vous définissez votre stratégie, une stratégie claire, c'est-à-dire vous allez identifier vos objectifs. Un objectif, c'est quoi? Ça peut être par exemple, je veux faire un système qui permet à mes clients de savoir combien il y aura de telles marchandises à tel moment. Mais moi, je ne sais pas qui me l'achètera demain. D'accord? Mais je vais quand même me projeter pour dire, dans 10 jours, j'aurai un stock de 10 tonnes de X. Et à ce moment-là, ça dit quoi? Vous faites un modèle prédictif qui vous permettra en fait de vous projeter. C'est de l'IA déjà qui permettra de vous projeter. Donc, vous devez quand même quelque part définir très clairement quels sont vos objectifs. D'accord? Et ça va être très clair. Et derrière ça, vous devez aussi, et ça c'est très important, identifier les besoins, les compétences en ressources humaines. Ça, c'est capital. D'accord? Si vous n'avez pas la ressource humaine pour le faire, ça va être compliqué. D'accord? Mais des fois, vous n'avez pas forcément toute la ressource humaine en interne, mais sur le marché, il y a des solutions d'IA qui sont disponibles. Vous devez regarder également. Peut-être qu'il y a des modèles qui existent que vous pourrez utiliser ou des API qui existent et que vous voulez utiliser. Donc, une fois que vous avez défini vos objectifs, vous avez bien cadré quels sont vos points forts en termes de ressources, vous devez penser à une chose derrière, c'est de dire, ah tiens, OK, tel modèle, telle solution, je vais me connecter à telle API pour pouvoir le faire parce que je n'ai pas la ressource en interne et ça ne me coûte pas trop cher et c'est plus facile pour moi de monitorer à long terme, etc. Et tout ça en pensant toujours à où est-ce que j'ai mis ma donnée, est-ce que je suis toujours propriétaire, est-ce que si, est-ce que ça. Tous les éléments de la slide d'avant restent vrais. Vous devez vous poser ces questions. Et puis ensuite, c'est très simple, hein, c'est comme tous les projets, vous allez planifier et mettre en place votre projet pilote, d'accord? Vous le mettez en place, vous délivrez, et ensuite, vous allez mesurer si vos résultats sont bons. Un résultat, si vous faites de la prédiction, par exemple, je ne sais pas, de votre carnet de commandes, ben, il faudrait mesurer pour voir si votre modèle il est robuste, il est bien, etc. Et s'il est robuste, il est bien, il fonctionne bien, vous allez le déployer. Et quand vous le déployez, vous devez avoir une approche qui fait que, comme on disait juste tantôt, il ne faut pas que ça vous génère plus de problèmes lors du déploiement en production qu'autre chose. C'est-à-dire que vous devez automatiser un maximum de choses, y compris même en fait la partie réentraînement de vos modèles. Donc ça, c'est des choses qu'il faut garder en tête. Partie du point essentiel, c'est toujours bien adresser son sujet. Parce que
il n'existe pas une intelligence artificielle. Il existe des tonnes de modèles. Donc, il faut choisir le bon. Donc, voilà, bien définir son problème, c'est très important. Et à côté de ça, vous devez vous poser des questions qui sont des questions très simples. La première question, c'est sur tout ce qui est l'éthique, d'accord? Votre gouvernance de l'IA. L'éthique et derrière, quand je parle d'éthique, je parle aussi des aspects juridiques, donc protection des données personnelles, tous ces éléments. Vous devez aussi vous poser des questions. Donc, quand on dit ça, hein, dans l'éthique, il y a aussi toutes les raisons, les questions d'équité. Si vous faites une plateforme de recrutement, par exemple, il ne faut pas que vos modèles soient biaisés et discriminent les femmes parce qu'avant, les gens discriminaient les femmes. Ou que votre modèle discrimine les gens du Nord parce qu'avant, les gens discriminaient les gens du Nord. Il faut que votre modèle, qui ait une forme d'équité, en tout cas, qu'il n'y ait pas de biais dans vos modèles. Ça, c'est très, très important parce que ça peut être aussi un facteur, en tout cas, des risques que vous imposez. Et puis derrière, vous devez vous poser la question sur votre responsabilité sociale. C'est-à-dire que quel type d'IA vous voulez proposer? Est-ce que vous voulez être juste une espèce de société qui collecte toutes les données, qui les exploite à tout va, qui les revend? Est-ce que c'est ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez construire une société qui utilise de l'IA juste pour pouvoir améliorer le bien-être des citoyens ou de vos clients dans votre société? Est-ce que c'est ce que vous voulez? En tout cas, vous devez avoir une réflexion là-dessus pour pouvoir savoir quel type de solution vous mettez en place. Et puis derrière, toutes les bonnes pratiques que je ne vais pas forcément lister, mais on pourra en discuter, quelles sont les bonnes pratiques de gouvernance de l'intelligence artificielle qu'il faudrait, que je ne pourrais pas forcément détailler ici, mais qui serait intéressant de. Et une fois qu'on a dit ça, ben, finalement, l'approche pour adopter et pour créer de la valeur, quand vous créez une société d'intelligence artificielle, c'est comme ce que vous connaissez hein, depuis très longtemps. Donc, c'est souvent des approches qui sont des approches agiles. D'accord? C'est toujours la même chose. Et la première phase que vous allez faire, vous mettez autour d'une table, n'oubliez pas les métiers, les techniques. Ça, c'est très important. Et là, vous allez vous poser des questions. Vous allez affiner les différentes opportunités. Vous allez identifier les solutions qui sont à mettre en place. Vous allez bien s'y construire. C'est-à-dire qu'à la fin de cette première phase, ce que vous savez, c'est que vous allez vous aligner ensemble sur les solutions et vos besoins précis. Et donc, vous allez définir, en fait, justement, le périmètre pour pouvoir démontrer ensuite de la valeur. Ça, c'est la première chose. Et puis, derrière ça, vous allez poser les autres questions, c'est-à-dire dans quel environnement je vais le mettre, quel type de données je vais utiliser. Vous allez constituer vos équipes ou identifier les partenaires avec lesquels vous allez le faire. Vous allez, n'oubliez surtout pas cet aspect, mettre l'expérience utilisateur au centre de tout ce que vous faites. Vous allez remarquer que toutes les solutions d'IA qui fonctionnent sont des solutions qui sont ultra ergonomiques, qui sont des solutions qui sont la plupart du temps très simples à utiliser. Si vous faites une solution basée sur l'intelligence artificielle qui est très difficile à utiliser, ben, personne ne va l'utiliser parce que les gens sont habitués à utiliser des outils qui sont très simples. Donc ça, c'est très, très important de penser à cette dimension-là. Et à côté de ça, vous allez rajouter en fait toutes les étapes de gestion de projet en mode agile classique, vos sprints. Surtout, gardez ceci comme étant un élément important, c'est-à-dire que la plupart du temps, la mise en place d'un projet d'IA, c'est souvent une approche très, très itérative. C'est-à-dire qu'on fait une fois, on reprend, on itère, on passe à l'étape d'après, on itère. Et on a souvent des sprints qui sont assez courts d'ailleurs. Et c'est comme ça qu'on converge vers une solution qui fonctionne. D'accord? Et après, vous pensez à la transition pour pouvoir passer la main à votre équipe. Tout ce que j'ai dit là, en gros, nous dessine un peu le pattern de tout ce qui se fait. Et moi, j'ai imaginé, j'ai divisé aujourd'hui, en fait, et ça, c'est une représentation vous pouvez retrouver à différents endroits. C'est-à-dire, quand vous regardez les applications aujourd'hui, hein, les adoptions, pour le coup, dont je vais vous donner quelques exemples, les adoptions, quand vous les regardez, on peut les classifier en 4 grandes catégories, mais des fois, vous pouvez en avoir plus. L'IA pour faire de l'aide à la décision, l'IA pour automatiser des processus, l'IA pour personnaliser l'expérience utilisateur. Ça marche très, très bien, personnaliser l'expérience utilisateur. Et puis, l'IA pour inventer des nouveaux produits, des nouveaux services. Donc, juste pêle-mêle, je vais aller vite sur cette partie. En tout cas, pour le premier, par exemple, comme vous pouvez voir, j'ai pris des noms de sociétés que vous pouvez voir. Et d'ailleurs, j'ai pris des sociétés qui ont levé des fonds aussi. Des sociétés qui ont levé des fonds, donc c'est des sociétés qui fonctionnent bien. Et comme vous pouvez voir, vous avez vu, hein, il y a des sociétés qui sont dans différents pays, au Kenya, au Nigeria, en Ouganda, en Afrique du Sud, en Tunisie, et en Afrique du Sud à nouveau, parce qu'il y a beaucoup. Et ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y en a qui le font dans le domaine de l'agriculture,
dans le domaine de la santé pour les personnes qui sont atteintes en fait de déficience visuelle, quoi. Dans le diagnostic des maladies, dans l'identification des défauts de production, c'est-à-dire typiquement, on fabrique une pièce, la pièce a un défaut, plutôt que ce soit quelqu'un qui dit, ah tiens, il y a un défaut là. Non, non, non. C'est l'IA qui prend l'image et qui détecte qu'il y a un défaut. Vous voyez, c'est des choses comme ça. Le traitement des factures, il y a une expérience d'ailleurs que j'ai vue en fait en Afrique du Sud qui est assez intéressante, c'est Lula. Et c'est assez intéressant parce que justement, c'est une plateforme qui vous permet justement de faire une espèce de covoiturage, mais très intelligent, et qui permet justement à des étudiants de pouvoir réduire les coûts de transport et de perdre moins de temps dans les transports. Donc, vous voyez, c'est quelque chose voilà, qui est assez intéressant. Et c'est justement grâce à ces solutions d'IA que les gens arrivent à le faire. Vous pouvez revoir, c'est la même chose pour tout ce qui est optimisation des opérations. Et là, vous allez voir en fait des sociétés, en fait, une société par exemple au Kenya qui s'intéresse en fait à tout ce qui est gestion intelligente de l'eau. C'est très intéressant pour les objectifs du développement durable. De la télémédecine, des aides aux étudiants à optimiser en fait leur apprentissage, donc de l'apprentissage autorégulé. C'est très intéressant. Du recrutement, des solutions en fait qui aident aussi, pareil, les étudiants qui est en Tanzanie à mieux apprendre et justement dans une perspective d'ailleurs même de personnaliser un peu leur apprentissage. Donc ça, c'est très intéressant. Et puis après, dans le domaine du marketing, on peut revoir aussi la même chose sur la personnalisation de l'expérience client. Vous allez voir en fait, par exemple, en Afrique du Sud, des solutions qui s'intéressent à offrir des produits financiers pour personnaliser en fait l'expérience du client, d'accord? En utilisant chaque fois, hein, pour quasiment tous, ils utilisent tous des algorithmes d'intelligence artificielle. Vous allez avoir des choses qui, ça c'est intéressant en fait, l'expérience au Ghana, qui permet de personnaliser en fait les soins de la peau pour les clients en utilisant des algorithmes qui leur recommandent les produits, mais aussi les routines. Donc là, vous voyez, cette société, elle est assez intelligente. Non seulement elle va gagner de l'argent du côté de l'entreprise qui vend les produits, mais aussi peut-être gagner de l'argent du côté de celui qui est assisté. Donc, vous voyez, ça devient quelque chose qui devient très intéressant. Il faut avoir juste les bonnes idées et puis après, ça roule. Et vous allez avoir beaucoup de choses dans le domaine des services clients personnalisés. Ça arrive beaucoup maintenant aujourd'hui avec des chatbots et tout, dont le plus emblématique, vous les connaissez. Personnaliser les services financiers en utilisant des algorithmes pour permettre aux gens, en fait, en se basant sur leur habitude de dépenses, pour pouvoir leur recommander en fait une meilleure gestion financière. Donc ça, c'est très, très bien, par exemple, pour des enfants, quand vous voulez les éduquer financièrement, à utiliser ce type d'application. Je ne sais pas si c'est pas orienté sur les enfants, hein, cette application, mais bon, c'est pour dire, quand vous extrapolez, pour faire de l'éducation financière, ça peut être très, très intéressant. Et après, les chatbots, on les connaît très bien aujourd'hui. Et puis voilà. Et juste pour finir, euh, vous avez par exemple pour tout ce qui est création de produits nouveaux, il y a beaucoup de sociétés de services aujourd'hui qui sont des sociétés de services en IA. Donc, ceux qui sont des entrepreneurs, pensez à ça. Des fois, il y a des gens ils ont des idées, mais ils n'ont pas la techno. Donc, si vous allez les voir, vous pouvez gagner de l'argent juste en leur mettant en place des solutions. Il y a beaucoup de sociétés de services qui font ça. En Tunisie, il y a cette société-là, donc Stadip, qui a levé, c'est celle dont je parlais. Donc, non, 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 c'est pas celle-là. En tout cas, si, c'est eux, justement, qui a levé 100 millions. Donc, vous voyez, en fait, ils font des services, ils ont un service R&D et ils sont essentiellement centrés sur tout ce qui est IA également. Vous avez des gens qui travaillent sur la gestion des portefeuilles personnalisés et j'en passe, la production agricole pour cette société camerounaise assez innovante. Et voilà. Et donc, du coup, en Égypte, par exemple, il y a une société qui travaille sur l'automatisation des tâches administratives. Et donc, ça, c'est très, très bien d'avoir des choses comme ça. Juste pour vous détailler, par exemple, un cas d'usage qui est un cas d'usage de ce que moi je fais. Donc là, par exemple, chez Estom, c'est quelque chose qui est assez intéressant qu'on fait, c'est que justement, l'idée, hein, c'est de pouvoir prédire le nombre de patients atteints de tel et tel type de maladie qui arriverait dans l'hôpital dans une semaine, dans 2 semaines, dans 3 semaines, dans un mois, etc. Donc, on va se projeter pour dire, ben, tel jour à telle heure, il y aura 4 patients qui seront atteints de telle maladie, 10 patients atteints de telle maladie et à telle heure, vous voyez. Et donc, du coup, pour faire ça, qu'est-ce qu'on fait? On collecte énormément de données qui sont des données exogènes, d'accord, qu'on complète avec toute notre algorithmique.
et les données de l'hôpital. Et avec ça, on peut proposer à des hôpitaux une gestion optimale des lits. On sait que pendant la crise du Covid, par exemple, les lits, c'était un sujet et tout le monde se battait parce qu'il n'y avait pas de lit, etc. Mais il y a des algorithmes aujourd'hui, et nous, on a un accuracy qui est de 97% de ce genre de choses, où on est quand même capable de prédire ce qui va se passer dans le mois à venir, parfois même à une granularité à l'heure. Et ça, c'est très, très intéressant pour organiser les équipes. Et donc, ça, c'est intéressant. Vous collectez de la donnée exogène à votre organisation et ensuite, vous délivrez ce que vous avez comme valeur. Et la même chose, par exemple, tout à l'heure, je vous ai dit, il y a 97% des documents qui ne sont pas exploités. Grâce à SmartLayer, par exemple, ce que nous on fait, c'est très simple. On est capable de prendre n'importe quel type de document, d'accord? Donc, dans cette masse de 97% qui est inexploitée, ben nous, on vous dit, on est capable de les prendre et de vous les transformer en données. On prend vos documents, on vous les transforme en données, on vous livre votre valeur. Et là, dans ces conditions, la société qui ne pouvait pas l'exploiter avant, elle peut l'exploiter aujourd'hui. Que ce soit de la donnée qui soit des documents manuscrits, des documents tapuscrits, que ce soit, bon, quel que soit le format, peu importe. Donc, nous, on a travaillé notre recherche et développement, notre R&D, justement pour pouvoir adresser ce problème. Donc, vous voyez tous les problèmes que vous pouvez imaginer, il y a toujours moyen de les adresser. Je dis tout ça, je vais conclure en vous disant juste une chose. La chose que je veux vous dire, la plupart du temps, j'ai toujours entendu l'adoption de l'intelligence artificielle, c'est compliqué parce qu'on n'a pas la ressource humaine. Je vous montre ce fait-là, parce que le fait, il est parlant. Quand on, sur cette étude-là de Gartner, ils disent clairement que les déficits en ressources humaines arrivent en 10e position de tout ce qu'il vous faut pour faire de l'IA. Donc, du coup, voilà, c'est une idée reçue. On se dit chaque fois, ben, on n'a pas la ressource humaine. Mais la première chose, par exemple, c'est la sécurité. Parce que si vous avez un système qui n'est pas sécurisé, ben, les gens ne feront jamais confiance. En tout cas, il y aura un problème et tout de suite, tous vos clients partiront. Donc, il y a toute la gestion de la volumétrie de vos données et leur complexité. D'accord? Qui sont des points qui arrivent avant. Donc, gardez à l'esprit que quand vous voulez commencer, vous voulez adopter de l'intelligence artificielle, il y a un certain nombre de choses que vous pouvez faire aujourd'hui, même si vous n'avez pas forcément toute l'équipe nécessaire et tous les techniciens de l'intelligence artificielle. Et dernière chose que je veux vous rajouter, pour finir, c'est que quand vous regardez un projet d'intelligence artificielle qui est bien adopté, ben, il faut 3 piliers. Le premier pilier, c'est des gens qui connaissent le métier. C'est-à-dire, ça peut être un avocat, ça peut être un agriculteur, ça peut être un médecin. C'est des spécialistes du domaine dans lequel vous êtes. Donc là, c'est le premier pan. Ça, généralement, vous l'avez dans votre organisation. D'accord? La deuxième chose, sont les services IT. Ça, vous l'avez également. Donc, vous avez des développeurs d'applications, vous avez des architectes systèmes. Ces gens, vous les avez déjà dans votre… Vous avez parfois même des data ingénieurs, c'est des gens qui sont capables d'exploiter, d'analyser de la data. Ceux-là, vous les avez aussi. Et après, il y a l'autre point que souvent les entreprises n'ont pas, parce que c'est la partie qui est la plus coûteuse parfois, parce que là, vous allez retrouver les data scientists et autres. Et là, on n'en a pas tant que ça. Mais vous pouvez commencer par vous dire que, tiens, sur les 3, vous en avez déjà 2. C'est-à-dire qu'il y a énormément de choses, notamment pour préparer vos données, que vous pouvez commencer à faire parce que c'est votre métier, pour définir vos cas d'usage que vous voulez adresser, que vous pouvez déjà faire. Et ensuite, vous allez trouver des spécialistes pour vous aider à accélérer. Et des fois, même comme je vous ai montré dans le schéma, il y a des solutions qui sont des solutions de marché que vous pouvez utiliser pour pouvoir accélérer tout ça. Donc, une fois que je vous ai dit ça, je pense que il y a beaucoup de défis pour l'adoption de l'intelligence artificielle, mais il y a une bonne partie de choses que vous pouvez déjà faire par vous-même, d'accord, que vous pouvez commencer à faire. Et donc, c'est intéressant quand même de commencer par cela. Et de garder à l'esprit tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, c'est que la vraie démarche, la bonne démarche, c'est de savoir que vous êtes une entreprise de données et que vous devez faire attention à vos données que vous collectez. Vous devez faire attention à les collecter dans les bons formats en pensant déjà à comment vous allez les utiliser. En tout cas, c'est très intéressant d'y penser. Et si vous n'avez pas pensé, pensez à les collecter et savoir ce que vous mettez derrière comme processus pour les exploiter. Et après, viendra tous les enjeux autour de l'humain et de son acceptation et tous ces éléments qui sont des choses intéressantes. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire sur justement cette logique d'adoption et cette notion d'adoption de l'intelligence artificielle dans les entreprises. Ce n'est pas une question de technologie, surtout, c'est une question de stratégie. Voilà, j'en ai fini quand j'ai dit ça. Très bien. Donc, merci beaucoup, Dr. Mauna, pour cette brillante présentation avec des exemples concrets à l'appui.
Et je vois que dans le chat, il y a déjà pas mal de questions. Alors, je pense qu'on peut prendre directement les questions déjà. Ceux qui sont en ligne, et après, on prend les questions dans la salle. D'accord, c'est bon? OK. Docteur Mahona, est-ce que vous avez accès aux différentes questions qui sont posées dans le chat? Ouais, je vais regarder. D'accord, ça sera plus simple. Alors, ça commence où? Euh, Comment l'IA ok. pourrait-il Comment, contribuer à la croissance des PME? euh, oui, pour répondre à cette question rapidement, comment l'IA pourrait répondre ou contribuer à la croissance des PME, je vous dirais, c'est à la fois simple et à la fois complexe. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas l'IA qui contribuera directement à la croissance de la PME, mais c'est la PME de changer sa façon de penser. Et dès l'instant où elle se dit, ma valeur, elle est dans mes données, et elle fait attention à ces données, vous avez compris, hein, ce sont les données finalement que vous avez qui sont vos richesses. Donc, faites attention à vos données, collectez-les bien, pensez à comment vous pouvez les utiliser et n'oubliez pas une chose, d'accord? La seule chose, c'est que vos usagers, vos clients ne veulent plus de services, ils veulent des usages. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes, par exemple, une société qui fait du transport, je vais dire, d'un point A à un point B. D'accord? Si c'est ce que vous faites d'habitude, je prends quelqu'un d'un point A, je la mets à un point B. Et que d'habitude, les gens, ils doivent vous appeler pour que vous veniez. Sachez que demain, et c'est ce qui se passe déjà, hein, je donne des exemples de choses qui existent, la personne ne veut plus quitter chez elle. Elle veut être chez elle et vous venez le chercher devant sa porte, etc. Donc, elle ne veut même plus bouger, elle ne veut même plus sortir devant le portail pour vous appeler. Elle veut que depuis son téléphone, elle puisse vous dire, viens à tel endroit et je me déplace. De la même manière, quand les gens veulent commander à manger aujourd'hui, je pense qu'au Burkina, il y a certainement des initiatives de ce type, les gens veulent les choses qui sont concrètes. Je ne veux plus acheter des services superflus. Je ne veux plus acheter un transport. Je veux que mon produit que je vais chercher, quand je prends mon transport, je veux que ce produit vienne plutôt à moi. Et quand je suis agriculteur, je ne veux plus perdre de rendement parce que je n'ai pas placé, je n'ai pas semé au bon moment. Je veux pouvoir connaître exactement à quelle date je vais semer pour être sûr que je vais maximiser mon rendement. C'est-à-dire qu'on n'est plus sûr qu'est-ce que l'IA m'apporte justement, ou en tout cas, qu'est-ce qu'on propose comme solution pour que les personnes puissent avoir tout de suite l'usage de ce qu'ils veulent instantanément. Et ça, c'est ce qui, les PME qui vont capter de la croissance, ce sont les PME qui vont comprendre que leurs données, il y a suffisamment d'informations dans ces données-là pour pouvoir proposer des services additionnels. D'accord? Si par exemple vous êtes un chauffeur de taxi, si vous regardez l'historique de tous vos déplacements, vous savez dire exactement à quelle heure, où est-ce qu'il faudrait que vous vous placiez pour capter des nouveaux clients. Et je donne cet exemple, mais il y en a beaucoup d'autres. Il y a Ah, OK. Est-ce qu'il existe des API pour mettre en place la stratégie IA dans une entreprise? Cette question, c'est une très bonne question, mais c'est une question qui est assez, j'allais dire, elle est assez large. Mais je vais vous donner un exemple que vous connaissez très bien. Supposons que vous êtes une société vous êtes un cabinet de conseil, d'accord? Vous êtes un cabinet de conseil et que votre objectif aujourd'hui, ce que vous faites, c'est que la plupart du temps, vous rédigez des rapports. Voilà que on est à l'avènement de ChatGPT qui peut générer à peu près tout. Donc, en tout cas, je ne vais pas dire ChatGPT, je dirais les grands modèles de génération de langage, parce qu'il y en a beaucoup d'autres. Qui peuvent générer du langage. Ben, un API, donc un API, ça peut être un API, les API de OpenAI, d'accord, auquel vous vous connectez. En gros, typiquement, vous demandez à des informaticiens, ils écrivent un script pour vous, qui est un script qui vous permet en tout cas de pouvoir générer un premier draft de rapport. Et ensuite, vous le travaillez dessus et vous l'améliorez, vous mettez votre connaissance. C'est pareil pour un journaliste. Hein. Vous voyez, je n'ai pas pris un exemple d'informaticien. J'ai pris, par exemple, un cabinet qui rédige des rapports, par exemple, sur la sécurité alimentaire. Ben, si, par exemple, on vous commande un rapport, vous êtes au Burkina, on vous commande un rapport, par exemple, sur
sur le Bénin. Vous connaissez peut-être pas très bien la législation béninoise, mais si ça se trouve, ChatGPT connaît mieux que vous. Et donc, du coup, rien qu'en se disant, tiens, je vais utiliser cet API-là, et du coup, vous allez poser les questions. Hein. Quel est le dosage maximum pour le sucre dans les nourritures des enfants au Bénin? D'accord? Supposons que le Bénin a bien documenté sa réglementation. Eh bien, vous allez la voir et vous pouvez affiner là-dessus. Vous aurez peut-être les sources si ça se trouve. Et donc, vous pouvez accélérer votre travail. Voilà, par exemple, un exemple précis où vous pouvez utiliser un API de OpenAI pour pouvoir générer un rapport. D'accord? Vous allez le modifier, l'améliorer. Les journalistes le font déjà pour délivrer quelque chose. Donc, voilà un exemple que je peux donner. Comment développer une IA qui permet d'analyser les sentiments des clients? Oh, ça, c'est très simple. Ça, c'est très simple. Ça, c'est très simple. Il y a beaucoup de modèles aujourd'hui d'analyse de sentiments. Donc, vous dites sur les commentaires, les publications. Aujourd'hui, c'est comment le faire, ce serait peut-être long de vous le détailler dans les grandes lignes. Mais en tout cas, sachez qu'aujourd'hui, il y a des modèles d'analyse de sentiments qui existent et vous pouvez juste en recherchant un tout petit peu les retrouver. Et donc, vous pouvez avoir, par exemple, vous pouvez les entraîner sur la stratégie généralement, hein, c'est quoi? C'est que vous avez soit, ça dépend, il y a deux façons de faire. Il y a soit c'est un modèle qui n'est pas du tout supervisé, d'accord? C'est-à-dire qu'il n'est il est pas du tout supervisé, donc du coup, vous l'utilisez. Des fois, il y a des modèles qui sont supervisés, c'est-à-dire vous donnez quelques exemples. Ça, c'est négatif, ça, c'est positif, ça, c'est négatif, ça, c'est positif, et après, il apprend dessus, il entraîne et puis il fait des choses. Donc, vous avez différentes approches, vous avez même des approches beaucoup plus basiques qui sont basées sur des règles et tout. Et oui, mais c'est des choses qui se font très, très bien. Donc, comment le faire? Vous tapez dans Google analyse de sentiments et vous allez voir, il y a énormément d'API qui sont même gratuits et vous pouvez essayer. Je pense que les questions sur le chat sont terminées, je crois. Je pense qu'il y a une dernière question. Oui. IA et médecine, comment se positionner? Ah, IA et médecine, comment se positionner? Dans le domaine de la santé, il y a beaucoup de questions. Parce que vous allez toucher à de la donnée personnelle, d'accord? Et en médecine, vous savez, il y a beaucoup de choses. Hein. Quand vous faites une IA en médecine, vous pouvez avoir une IA qui s'intéresse essentiellement à la détection de certaines pathologies cardiaques. D'accord? Vous pouvez avoir des IA qui sont spécialisées dans de la radiologie pour, par exemple, les os. Voilà. Vous pouvez avoir des IA qui sont un peu plus, voilà, des choses qui sont un peu plus avancées. Bref. Mais en tout cas, sachez qu'il n'y a pas une IA pour la médecine, il y a une IA pour un problème la plupart du temps, ou un groupe de problèmes, ou une classe de problèmes. Donc, vous allez avoir, par exemple, des IA qui sont très spécifiques sur toutes les maladies respiratoires, vous allez avoir des IA qui sont spécifiques sur les maladies cardiaques, vous allez avoir des IA qui sont spécifiques sur ça, sur ça, sur ça, sur ça. Mais dans tous les cas, le challenge, parce que pour ne pas rentrer dans le volet trop technique, mais le challenge, la plupart du temps, c'est petit 1, la donnée. D'accord. Moi, j'ai remarqué, en fait, dans des cas d'usage sur lesquels j'ai pu travailler, discuter et autres, j'ai remarqué différentes choses. L'une des premières choses que j'ai remarqué, c'est que la donnée n'est pas toujours disponible. En tout cas, la donnée de qualité n'est pas toujours disponible dans nos pays africains. Donc, on revient au même pays, au même problème. Parce que stocker, par exemple, des radios, ça prend beaucoup d'espace. En très peu de temps, vous allez atteindre plusieurs terras. Et donc, ce qui se passe, c'est que la plupart du temps, les gens, ils suppriment la donnée. Mais il ne faut surtout pas la supprimer. Je vous viens de dire que c'est la richesse. Donc, il faudrait penser à la sauvegarder. Mais la sauvegarder, ça coûte cher. Si vous la sauvegardez, si vous ne l'exploitez pas, ça ne sert à rien. Ça veut dire que dans votre stratégie, quand vous construisez au début, il faut penser tout de suite à cet aspect-là. Je vais stocker cette donnée, je vais la conserver, ça va me coûter, mais c'est parce que je sais que derrière, je vais l'exploiter de tel et tel moyen. Et voilà. Et donc, il faut la garder. Et surtout, il faut savoir que quand vous achetez, par exemple, une solution qui est une solution, par exemple, d'IA pour la médecine, c'est important de garder à l'esprit, typiquement, le fait que il est crucial pour vous
de pouvoir sécuriser le stockage. C'est-à-dire qu'il y a des hébergeurs qui sont des hébergeurs qui sont spécialisés sur les données de santé, d'accord? Et il faut plutôt partir sur ce type de choses, d'accord? S'assurer que vous avez stocké vos données sur des hébergeurs spécialisés sur l'hébergement de données de santé, avec toute la réglementation qui est liée à cela. Vous devez tout encrypter. Voilà. Donc, ça, c'est autant de challenges. Vous savez aussi, pareil, il y a aussi tous les enjeux autour de l'anonymisation de ces données. Dans certains cas, il faut le faire. C'est très, très important. Et donc, l'IA pour la médecine, je pense qu'on aurait pu en parler pendant 2 jours. C'est très, très vague. Et là, je vais pris des sujets assez pêle-mêle. Mais vous voyez, c'est très, très, très vague, très vaste comme sujet. Je peux aller? Donc, Oui, OK. Il y a quelques questions, bon, peut-être qui concernent les questions précédentes. Ouais. Quelqu'un qui demande si les outils d'analyse de sentiments sont gratuits. Bon, ça, vous êtes revenu sur vous avez parlé de cette question-là. Il y a quelqu'un qui demande, il parle du service cloud. Je ne sais pas si cette question est intéressante ou pas. Que pensez-vous d'une entreprise ou projet IA basé sur l'offre de service cloud, d'où l'importance du cloud computing? Peut-être je pose la dernière question, comme ça vous pouvez les regrouper, parce qu'il y a peut-être on peut les regrouper. Est-ce qu'on a impérativement besoin de disposer d'un serveur lorsqu'on veut créer une application mobile qui soit connectée à ChatGPT? Voilà, donc voilà, je vous laisse y aller. OK, du coup, bon, si vous voulez, effectivement, hein, ça dit, si vous avez la possibilité de créer en fait un service cloud aujourd'hui en Afrique, sachez que c'est très, très bien. Moi, je vous y encourage parce qu'on n'en a pas beaucoup. Et souvent, les données africaines sont stockées chez les gros mastodontes qui ne sont pas souvent en Afrique d'ailleurs, ou très, très peu. Donc, oui, si vous avez la possibilité de le créer, c'est très, très bien. Mais derrière, c'est un coût. C'est des projets qui coûtent très cher parce que quand vous hébergez de la donnée, sachez que vous hébergez de la donnée, mais vous n'allez pas héberger qu'une instance. Si je vous confie ma donnée, c'est parce que je ne veux pas que vous la perdiez. Donc, il n'y a pas de « Ah, tiens, mon serveur est tombé, donc vous avez perdu la donnée ». Donc, vous devez avoir la réplication de ces données. Vous devez avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir assurer que même s'il y a des coupures d'électricité, votre système fonctionne, les systèmes de refroidissement. Des fois, on vous demande d'avoir des hébergements qui sont des hébergements qui sont, en tout cas, je parle physiquement, hein, qui sont séparés. Donc, vous avez une partie de la donnée, par exemple, à Ouagadougou et l'autre partie peut-être à Cotonou, peu importe. Mais voilà, des fois, les contraintes vous imposent ce genre de choses. Donc, du coup, c'est souvent un coût. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui s'y lancent. Mais si vous avez la possibilité, moi, je vous y encourage. Je sais que dans beaucoup de projets, des fois, nous, on a des besoins. Pour l'Afrique, on nous demande de stocker la donnée en local en Afrique, mais on n'arrive pas à trouver des hébergeurs qui ont la capacité de le faire. Donc, du coup, on est obligé d'externaliser. Et est-ce que vous avez besoin d'un serveur pour ChatGPT? Ça dépend de ce que vous voulez faire. Si vous voulez déployer votre application, vous aurez forcément besoin d'un serveur, mais juste pour tester, vous avez besoin de votre machine. Si vous vous y connaissez un peu en informatique, vous avez besoin de votre machine. Vous devez vous créer un compte sur ChatGPT. Vous devez la plupart du temps mettre votre numéro de carte bleue pour pouvoir avoir les credentials, en tout cas la possibilité de pouvoir appeler l'API. Et puis après, vous appelez l'API et puis vous avez la facture à la fin du mois. Une bonne partie, c'est gratuit, hein, mais bon. Plus vous appelez, plus vous allez payer. Donc, non, vous n'avez pas besoin d'un serveur pour tester. Après, si vous avez une application que vous voulez déployer, forcément, vous avez besoin d'un serveur. OK. Donc, ouais, je suis en formation d'ingénieur et j'aimerais bien me spécialiser dans l'IA, dans le développement logiciel, mais j'ai l'impression que le domaine n'est pas très reconnu et puis alors, OK. Non, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Hein. Je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Nous, par exemple, dans le cadre d'une initiative là qu'on a lancée qui s'appelle Ishiro, Africa Tech Up Tour, là, on forme 150 jeunes. Sachez que, honnêtement, il y a beaucoup de cours en ligne. Hein. Il y a beaucoup de cours en ligne. Moi, par exemple, quand j'étais étudiant, la quasi-totalité de ce qui marche aujourd'hui, ça ne marchait pas très bien à l'époque. Donc,
Si vous êtes ingénieur, je pense que aussi l'une de vos obligations, c'est de vous auto-former. D'accord? Et il y a énormément de cours sur Open Classroom, sur Coursera. Il y a tellement de... Ou même aujourd'hui, vous pouvez, honnêtement, vous demander à ChatGPT et vous poser des questions, vous allez avoir des réponses. Donc, oui, vous former, avoir un diplôme, peut-être non, mais être spécialiste, travailler suffisamment pour être spécialiste, ça, c'est possible. Et vous pouvez, il y a beaucoup de manuels, beaucoup d'ouvrages qui sont libres. Nous, on a constitué, par exemple, toute la formation, tout le programme de formation pour les data scientists, pour les data analystes, pour les ingénieurs qui sont MLOps, DevOps. On n'a utilisé que des cours qui sont libres. Et après, on a concocté nos programmes, on les a un peu adaptés et pour que ce soit. Mais aujourd'hui, moi, je pense que si vous êtes en formation d'ingénieur, soyez juste curieux et vous allez voir qu'il y a énormément de choses qui sont libres de droit et vous pouvez commencer avec ça. Après, vous pouvez, quand vous aurez l'argent, vous pouvez passer les certifications, mais les certifications sur certaines plateformes, ça coûte 25 euros ou peut-être certaines certifications, des fois, c'est plus cher. Mais en tout cas, les premières certifications, parfois, ce n'est pas très, très cher. Donc, non, je ne suis pas totalement d'accord avec vous. D'accord, très bien. On va prendre la question dans la salle. OK, donc je ne sais pas si vous avez bien compris. Non, Il j'ai pas demande en entendu. fait les inconvénients. C'est ça? Ah, Voilà, de l'IA. bon, le premier inconvénient que moi je peux souligner, hein, qui est très important, que je vais souligner, le premier, c'est pas, je ne vais pas l'appeler inconvénient, d'accord? En tout cas, c'est que l'IA peut être générateur de biais. C'est-à-dire qu'un modèle qui est mal entraîné peut créer un gros problème. Typiquement, hein, vous avez peut-être que vous avez entendu parler de ça. Il y a quelques années, il y avait un modèle qui avait été entraîné sur les données de Twitter qui a été déployé. Et je pense en moins de 48 heures, il a commencé à dire des gros mots et à tenir des propos racistes. Parce que il a été entraîné sur ces données. Donc, évidemment, vite fait, Microsoft l'a retiré et puis ni vu ni connu, ni vu ni connu. Ça a fait quand même son buzz. Vous voyez, donc là, la notion de biais, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que si vous entraînez de l'IA sur des données qui ne sont pas de bonne qualité, vous allez avoir des problèmes et très vite, vos modèles vont être rejetés. Et si vous l'utilisez, en fait, si par exemple, vous êtes une banque, vous déployez un modèle de crédit scoring qui est faux, vous allez perdre de l'argent ou vous allez perdre de l'argent dans les deux cas. Puisque soit vous donnez des crédits, vous octroyez des crédits à des gens qui ne sont pas solvables, auquel cas ils ne sont pas solvables et vous ne retirez pas votre argent, soit vous refusez des crédits à des gens à qui vous aurez pu le donner et là, dans ces conditions, il y a un problème. Après, l'autre chose aujourd'hui, et là, c'est vraiment une zone grise aujourd'hui, c'est-à-dire que la gouvernance de l'IA aujourd'hui, il y a un gros champ en fait, en tout cas, il y a une zone grise à ce niveau-là parce que une IA qui prend une décision, je prends par exemple le cas des véhicules autonomes, d'accord? C'est peut-être pas très présent en Afrique encore, mais c'est très présent aux États-Unis et en Europe. Les véhicules autonomes. Si le véhicule conduit tout seul et il heurte quelqu'un dans la rue, qui est responsable? Est-ce que c'est le chauffeur? Est-ce que c'est la voiture? Est-ce que c'est le constructeur? Vous voyez, certaines personnes ne voulant pas répondre à la question, ils disent non, 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 on peut pas on le met pas totalement autonome, d'accord? Parce qu'il y a des zones grises. Donc, du coup, il y a toute ou par exemple, quelqu'un qui entraîne, je prends un exemple simple, Google a entraîné ses modèles sur la base de vos données. Je dis ça par exemple. À la fin, ce sont vos données. Est-ce que vous devez les réclamer? Est-ce que vous ne devez pas les réclamer? C'est quoi la législation là? Donc, il y a beaucoup de choses qui sont des zones grises aujourd'hui. Ce n'est pas des problèmes de l'IA, mais en tout cas, la technologie, elle va tellement vite. Vous avez vu, il n'y a pas très longtemps, il y avait même, en fait, certains experts qui ont demandé à ce qu'on arrête un peu pendant 6 mois parce que ça va trop vite. Mais ce n'est pas parce que l'IA a un problème, c'est parce que ça va tellement vite qu'on n'arrive pas à suivre. Et donc, ça pose des questions. Mais les questions, on doit y répondre. Vous voyez, donc, ce n'est pas la technologie en elle-même, c'est juste qu'on est au balbutiement de quelque chose qui nous dépasse et donc, du coup, il faudrait qu'on prenne des précautions. Mais après, une IA peut se tromper, ce n'est pas fiable à 100%. Si vous allez sur, par exemple, ChatGPT, il vous l'écrit, hein, qu'il peut générer des erreurs, etc.
Donc, il ne faut pas faire confiance à 100%. Donc, et souvent, nous, ce qu'on fait, des fois, on dit, ben, tiens, il y a de l'IA, mais après, il y a parfois des humains qui monitorent un tout petit peu pour être sûr que, ben, tiens, on ne se trompe pas trop. Mais la plupart du temps, la machine, quand vous avez des modèles qui sont bien entraînés, ça marche bien. C'est pas... Donc voilà, moi je pense en termes de quitter social, ça peut être un problème. C'est aussi un problème aussi environnemental parce que quand on entraîne un modèle d'IA, ça consomme beaucoup d'énergie, ça pollue beaucoup, peut-être moins que certains cas de figure qu'on pourrait choisir, mais ça pollue. Donc c'est aussi, on peut dire que c'est un effet négatif, mais il y a beaucoup de choses qui polluent. Donc ouais. Il n'y a pas que des points positifs, mais bon, voilà. Je pense que les points négatifs qui sont intrinsèques, c'est souvent la notion du biais, de l'explicabilité parfois, parce que c'est une boîte noire et vous ne savez pas forcément ce qu'il y a dedans, dans un modèle. Il y a des gens qui travaillent de plus en plus sur ces sujets-là, mais parfois c'est une boîte noire et donc ça peut poser problème. Très bien. C'est bon? D'accord. OK, allez-y. Bonjour. Bonjour. Donc, je vais intervenir sur 2 points. Premièrement, quand vous avez présenté les entreprises qui ont développé des solutions IA, on n'a pas trop vu le Burkina Faso dedans. Ou c'est moi, je n'ai pas vu. Alors qu'on sait qu'au Burkina, il y a des solutions qui ont été développées. Et que j'en connais, les étudiants même ont développé des solutions qui tournent en IA. Beaucoup même. Et voilà. C'est pas... C'est comment on fait pour que ça soit populaire, quoi. Ou bien il y a une plateforme où il faut diffuser tout ce qui a été développé et qui tourne. Bon, on peut développer qui ne tourne pas. Voilà. Deuxième chose, c'est que la difficulté qu'on a ici, on a quelques difficultés quand même. Hein. On a 3 difficultés majeures. Bon, déjà, la disponibilité de la ressource humaine. Parce que si vous voulez, certains experts en IA, bon, il faut aller en Europe, aux États-Unis, souvent des conférences en ligne. Donc, souvent, c'est difficile de former des gens parce que certaines compétences ne sont pas disponibles, même s'ils sont là, ils ne sont pas disponibles. Ils sont tout entre 2 avions. La preuve est là. Et deuxième chose, c'est que la disponibilité de la donnée. Vous partez par exemple dans une solution nationale. Vous voulez développer une IA pour la prévision. Si vous voulez prévoir, il faut avoir des données. Ils n'ont jamais centralisé les données. Si vous voulez centraliser les données, c'est un autre travail. Voilà, ce n'est pas financier. Comment on fait? Donc, ça, c'est compliqué. Donc, beaucoup de thèmes qui sont vraiment pertinents sont bloqués parce qu'il n'y a pas les données. Et les données ne sont pas... Voilà, on ne peut pas aller dans... Je peux être hors de la Sonabel et partir dans la Sonabel commencer à collecter les données. Ce n'est pas possible. Parce qu'on va dire que je n'ai pas le droit. Et comment on fait pour pouvoir gérer cette partie-là? Et la dernière chose, c'est le matériel. Ça veut dire que si moi j'ai un étudiant en 2019, il allait faire un stage par exemple dans une structure, il a besoin d'entraîner un modèle. Son ordinateur, c'est un Core i5. S'il lance un système d'entraînement, ça peut prendre 5 heures pour que ça puisse avoir un résultat. Alors, c'est des entreprises où le marché public oblige, fait que les machines peuvent commander. Par exemple, dans l'État, il y a des machines, même si vous avez l'argent, le DAF ou bien d'autres vont bloquer, ils vont dire que ici, on peut commander des ordinateurs qui dépassent 400 000. Voilà, et c'est comme ça. Donc, ils sont là. Heureusement qu'il y a des outils en ligne sur Google pour pouvoir entraîner. Mais ça aussi, c'est en ligne. On aurait aimé avoir des solutions oblige. Comment faire pour... Est-ce qu'il y a des solutions pour pouvoir gérer ces 3 cas-là? Voilà, merci. Après, votre deuxième question, c'était la question de l'accès aux données, si je me rappelle bien. La question de l'accès aux données ouvertes, parce que c'est compliqué. Ben là, il n'y a pas 1000 solutions. Hein. C'est-à-dire que c'est juste un changement de mentalité. Si les sociétés commencent à se rendre compte qu'elles gagneraient de l'argent à ouvrir leurs données, ben elles le feront. Aujourd'hui, c'est plus une stratégie qui consiste à dire nos données, on les garde en local, on ne veut pas les passer. Et puis ça, alors que dans le monde, il y a de plus en plus de plateformes de open data,
où les gens peuvent accéder aux données. Donc, ça, c'est plutôt, on est au début. Je pense que toutes les sociétés qui ne vous fournissent pas les données aujourd'hui, ben, ces sociétés demain, je pense que dans les années qui vont suivre, quand elles seront suffisamment éduquées sur l'intérêt qu'elles ont à ouvrir leurs données, ben, elles le feront. C'est pareil pour les données de l'administration. Hein. Généralement, ils ne les fournissent pas parce que des fois, ils disent, ah tiens, ouais, question d'anonymat, etc. Mais c'est parce que des algorithmes d'anonymisation, ça existe. Mais comme ils n'ont pas maîtrisé, ben, pour moi, c'est des faux prétextes. Pas parce qu'ils sont de mauvaise foi, mais parce qu'ils n'ont pas encore passé la barrière justement pour délivrer la valeur qu'il faut. Et donc, oui, mais ça, ce que vous dites, c'est dans beaucoup de pays. Hein. C'est dans beaucoup de pays. Dans beaucoup de pays, on a toujours ce problème-là, l'accès aux données, ou même que des fois, vous avez la donnée, mais la donnée, elle n'est pas de qualité, elle n'est pas maintenue. Donc, voilà. Donc, c'est toujours, et ça, c'est le premier problème. C'est toujours le problème de la donnée au départ. Si vous n'avez pas de données, vous ne pouvez rien faire. D'accord. Je connais des gens qui veulent développer des solutions, par exemple, dans le domaine de la santé. Ils ont toute la technologie qu'il faut, mais ils n'ont pas les données. Donc, ils ne peuvent pas passer à l'étape qui suit. Donc, ils s'arrêtent là. Et ça, la donnée, c'est un problème. Et donc, du coup, si vous avez une société où vous savez produire de la donnée, ben, surtout, faites en sorte que votre donnée, vous puissiez la monétiser. Parce qu'il y a des gens qui sont prêts à acheter. Donc, ça, c'est intéressant. Pour tout ce qui est entraînement, vous l'avez cité, hein, il n'y a pas beaucoup de… De toute façon, si vous avez… l'IA, ça coûte cher à entraîner quand même. Hein. C'est-à-dire… on parle d'IA, on parle d'IA, mais tout le monde ne peut pas faire de l'IA. D'accord? Les serveurs, ça coûte cher. Et pour peu que vous ayez besoin de GPU pour entraîner vos modèles, ben là, vous allez souffrir parce que ça coûte très, très cher. Et même les plateformes de type Google Colab, vous allez pouvoir faire un certain nombre de choses, mais quand vous avez des gros modèles, ben, il faudrait que vous passiez à la version payante. C'est-à-dire que forcément, vous aurez besoin de moyens pour pouvoir faire de l'IA, un minimum. D'accord? Je pense que vous aurez besoin d'un minimum de moyens pour pouvoir faire de l'IA. Ouais, ouais. Bon, la ressource humaine, elle, sachez que ce n'est pas que vous. Dans le monde entier, les experts en IA, ils sont discutés dans le monde entier. Si vous allez en Amérique du Sud, ils sont tous arrachés par les Américains. Parce que voilà, ils ont besoin d'experts en IA et il n'y en a pas tant que ça sur le marché. Mais c'est pour ça que, par exemple, c'est très intéressant si vous avez des initiatives, d'accord, qui consistent à former des jeunes en IA parce que du coup, depuis chez eux, et là, moi, je trouve que c'est une opportunité qui est folle. Depuis chez eux, ils peuvent travailler pour n'importe qui au monde. Et il y a beaucoup de sociétés aujourd'hui qui recherchent des ressources humaines, même si c'est des ressources humaines qui travaillent en remote. Il y en existe pas mal aujourd'hui qui travaillent en remote. Donc, moi, je pense que si je suis jeune dans ma carrière aujourd'hui, je pense que et que je suis au Burkina, j'aurais cherché du boulot, je ne sais pas, aux États-Unis, en Allemagne, au Canada, parce qu'il y a des gens qui sont prêts à vous recruter. Donc, la ressource humaine, c'est un problème. La ressource matérielle, c'est un problème. Mais ce n'est pas que au Burkina, c'est partout au monde, c'est un problème. Mais par contre, si j'ai le choix entre être moins bien payé à Ouagadougou ou être mieux payé je ne sais pas, à New York, forcément, la personne va prendre du boulot de l'entreprise new-yorkaise. Et donc, ça voudrait dire que c'est une perte pour les pays africains qui forment. Mais ça, vous n'y pouvez à peu près rien. Vous n'y pouvez à peu près rien. Mais par contre, des jeunes qui s'y connaissent, la plupart du temps, je vois qu'ils travaillent. Moi, j'en connais pas mal, par exemple, qui sont au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Bénin, qui travaillent sur les projets qui sont des projets du continent. Hein. Ils ne travaillent pas pour des projets européens ou autres. Ils travaillent pour des projets de continent parce que c'est des projets qui ont du sens. Parce que les jeunes aussi, n'oubliez pas, aujourd'hui, beaucoup d'entre eux cherchent à faire des choses qui ont du sens. Et donc, si vous avez des beaux projets, la plupart du temps, vous arrivez à monter une petite équipe, au moins pour un temps. Ok, on va prendre la dernière question peut-être. Ouais, allez-y. Je ne sais pas si vous avez bien compris. Lui, il veut comprendre un peu le niveau d'adoption de l'IA dans le secteur privé et dans le secteur public. Ah, le niveau d'adoption. Ouais. Aujourd'hui, est-ce que j'ai des chiffres sur la différence? En tout cas, dans le secteur privé, il y a, ce que je disais au début, il y avait 80, je pense qu'il y a 76% des sociétés qui ne l'ont pas encore adopté.
Donc, c'est beaucoup. Ouais. Oui, dans le privé, oui. 76% Dans le privé, qui n'ont 76% qui n'ont pas adopté, encore. C'est beaucoup. Et ça, c'est au niveau mondial, hein. C'est-à-dire qu'au niveau africain, je pense que c'est encore pire. Je ne connais pas les chiffres au niveau africain. Parce qu'en plus, en Afrique, il y a beaucoup de sociétés qui sont dans le secteur informel, donc c'est compliqué, je pense, à évaluer. Mais en tout cas, les chiffres que je vous donne, c'est un chiffre au niveau mondial. Et ça pose un problème. Mais ce que je suis en train de dire là, vous allez voir, hein, avant la fin de 2023, toutes ces tendances-là vont s'inverser, hein. Il y a énormément d'initiatives aujourd'hui. Ok, je pense on a déjà pas mal débordé là. On va remercier Dr Marono encore pour sa présentation et les éclaircissements apportés sur les différentes questions. Merci. Merci beaucoup pour la disponibilité et d'avoir accepté notre invitation. Surtout. Et nous sommes très ravis. On espère qu'on vous aura encore sûrement dans nos interventions pour les prochains événements à venir. Ce sera avec plaisir. En tout cas, merci beaucoup à vous pour votre initiative. Ok, très bien. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Au revoir. Merci.